donne envie de danser ce générique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez un bon état d'esprit ce matin, vous êtes bien réveillés. En tout cas, on va passer un moment formidable avec une femme extrêmement lumineuse, joyeuse. Bonjour Aïssa. Aïssa Maïga est notre invitée ce matin. Vous êtes sublime. Bonjour, merci. Je vous renvoie le compliment. Voilà. On se ressemble, hein? Oui. Vous avez remarqué? Oui, on est en tout point ressemblants. Absolument. C'est tout l'intérêt de l'humanité, d'avoir des styles, des couleurs de peau, évidemment, différentes. Et on va s'engager sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet, moi, qui m'a paru extrêmement bien expliqué. Dans Noir n'est pas mon métier, comme ça on comprend tout de suite. Ce sont des actrices, des comédiennes qui racontent en fait les difficultés d'exister dans ce métier en raison du racisme, mais aussi du sexisme. Alors, on a envie évidemment d'en savoir un petit peu plus sur vous, hein, pour comprendre d'où vous venez. Vous êtes né à Dakar, oui. Donc au Sénégal, d'un père malien, d'une mère donc sénégalaise. Comment ils se sont rencontrés? Est-ce que vous le savez? Mon père était étudiant en journalisme à Dakar, donc lui venait du Mali voisin. Ouais. Donc Dakar, pour lui, j'imagine, au début des années 70, ça a été des années de liberté. Je sais qu'il avait une mobilette avec son meilleur ami et que voilà, il a choisi d'embrasser une carrière de journaliste et tout a commencé à Dakar. Et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré ma maman. Vous êtes parti pour la France, vous étiez très jeune, hein, vous aviez 4 ans. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous en avez un grand souvenir. Si, quand même. Moi, je me souviens du hublot, de la mer en bas, et puis je me souviens avoir été accueillie par un froid glacial. Ça laisse des souvenirs. Ça, je veux bien croire. Pourquoi votre mère, elle ne vous a pas accompagné? Pour des raisons qui appartiennent à ce couple qui a été éphémère. Et donc, moi, je suis venue avec mon père et j'ai été élevée vraiment dans ce côté de la famille, du côté malien. C'est difficile de parler d'elle? En fait, ça ne m'est pas du tout difficile, sauf en public. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, non, c'est pas du tout quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose qui vous appartient et oui, qui lui ça. appartient. Oui, tout à Oui. fait. Vous avez été surpris évidemment par le temps. Est-ce que, à 4 ans, c'est peut-être difficile d'en être consciente, mais est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est une autre vie déjà qui s'offre à moi? Oui, bien sûr, parce que je ne parlais pas le français, je parlais le wolof, que mon père ne parlait pas. C'était pas sa langue. Donc je me souviens avoir atterri dans un monde dans lequel j'entendais des sons qui étaient très, très flous. Et puis oui, ça a été un changement de vie complet, je m'en souviens. J'ai peu de souvenirs, mais ils sont présents. Et c'est vrai que je pense que ça a vraiment, évidemment, modifié ma perception du réel, mais aussi modifié ma personnalité, de fait. Votre père, vous en parlez d'ailleurs avec émotion, puisque votre père est décédé dans des circonstances. Il a été assassiné. Il a été empoisonné. Empoisonné, oui. Donc dans des circonstances qui ont été élucidées par la suite ou pas? Non, pour le moment, non. J'ai quelques pistes, mais elles sont ténues. Vous cherchez? Oui, je cherche, puisque je prépare un documentaire sur mon père. Mon père était donc journaliste, il était basé en France, il était malien, mais il a énormément travaillé. Ah, c'est lui que je vois. Ouais, ça, c'était mon papa, ce bel homme. Et il a énormément travaillé au Burkina Faso, dans un pays qui a connu une révolution à laquelle il a pris part, une révolution sociale. C'était des jeunes Africains. Thomas Sankara. Voilà, auprès de Thomas Sankara. Et c'était des jeunes Africains assez flamboyants, qui croyaient en l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avaient un discours très pointu en termes d'écologie et surtout qui étaient en rupture avec ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire un mode de corruption étatisé entre la France et ses anciennes colonies. Qui vous a élevé? Ma tante et mon oncle, que je salue, qui sont devenus mes parents de cœur. Mon oncle étant le cousin de mon père et sa femme. Ils avaient déjà des enfants? Non, ils les ont eus après. Et ce sont 2 personnes qui sont encore pour moi des modèles de droiture, de simplicité, d'exigence. Et puis, ce sont des gens qui m'ont adoptée comme leur propre enfant. Autre drame que vous avez connu beaucoup de choses difficiles, hein, à surmonter, des épreuves. Vous avez perdu aussi votre frère. Oui, ça il est mort vraiment trop jeune, il était adolescent, il est mort d'une leucémie, il est parti extrêmement vite. Bon, ça, ce sont des choses qui marquent à vie les êtres, la famille, et en même temps, on apprend
on apprend à l'accepter d'une certaine façon, même si c'est inacceptable et que c'est absolument révoltant et qu'il y a voilà, cette présence-absence. On se demande ce qu'il serait devenu. Et puis on essaye surtout de maintenir le souvenir et de faire vivre sa mémoire. Moi, je suis toujours surprise quand on dit dès 6 ans, j'ai eu un déclic, j'ai vu un film et j'ai voulu faire du cinéma. Moi, ça m'épate. Alors, vous parlez de moi? Oui. Oui, quand j'étais petite, j'ai vu Le Tambour. Alors, le Tambour, c'est un film extrêmement marquant, même pour les adultes. Un film dans lequel cet enfant, en poussant des cris, fait exploser les vitres, les verres, etc. Et c'est un film que je n'avais évidemment pas compris quand j'étais enfant. Je l'ai vu en cachette, j'étais cachée dans le couloir. Et ce que je peux dire, mais c'est a posteriori, mon désir de cinéma n'est pas né là, mais j'ai ressenti une force d'attraction dans les images et les histoires racontées à travers le cinéma. Et je pense, il me semble que ça a débuté là. Vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire. Je me suis dit ça à l'adolescence. Ça m'a pris quelques années quand même. La suite de votre parcours nous est racontée par Alexandra Garde. Je ne veux pas finir en série C, moi. Coiffure, couture, commerce et chasse au mari. Pas de risque, en 20 ans et une cinquantaine de films, Aïssa Maïga est devenue l'une des rares comédiennes noires à occuper le pâle écran du cinéma français. Et pourtant, à ses débuts, à 20 ans, elle avait tout d'une extraterrestre. Je me pointais et le ou la casting faisait un arrêt sur image, quoi. Un blocage en disant, mais vous êtes qui? À l'époque, être noire et comédienne, c'était quasiment incompatible. Mais si Aïssa est une extraterrestre, c'est aussi par sa beauté extraordinaire. Port de reine et courbes troublantes, œil de velours et sourire irradiant, elle devient peu à peu un visage du cinéma français. Sa petite apparition dans Les Poupées russes de Cédric Clapiche la propulse et depuis les réalisateurs ne cessent de succomber à son talent. Du cinéma de Haneke aux comédies d'Alain Chabat, du drame de Claude Berry au cinéma de Michel Gondry, l'envoûtement Aïssa Maïga transcende les genres sur grand écran. En 2017, elle illumine la comédie sur la différence. La maman n'a pas pu venir? C'est moi la maman. Et le drame Bamako d'Abderrahmane Sissako lui permet même de décrocher une nomination au César. Mais le théâtre aussi lui fait de l'œil avec Miu Miu et Samuel Le Bihan. Si moi j'avais eu du succès du jour au lendemain, comment tu l'aurais pris? L'extraterrestre s'installe donc confortablement sur la planète Terre du cinéma français et bien loin des clichés qu'elle croyait imposer. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes qui collent un peu à la peau des actrices noires, hein, qui sont la prostituée, la nounou, la maman. Mais Aïssa est une combative et le prouve dans un cinéma engagé. Militante convaincue d'en prête à tout, elle est aussi l'ancêtre de l'humanité. Moi, c'est Lucie. Dans un film qui confronte l'Afrique à sa propre démocratie. L'actrice a une voix qu'elle fait aussi entendre à Cannes cette année en dénonçant la sous-représentation des femmes noires et métisses à l'écran. Une extraterrestre qui foule le tapis rouge, un rôle encore inédit qui pourrait peut-être inspirer Spielberg. Ça vous a fait rire, hein? Ah oui, ça m'a fait rire. Le coup de l'extraterrestre qui a trouvé sa place sur la planète Terre, je trouve ça pas mal. Vous avez couru les castings à un moment. Quelles étaient les réflexions récurrentes que vous entendiez? Les réflexions... alors, en gros, bon, il y avait des castings dans lesquels j'étais aimablement conviée. La plupart du temps, c'était des rôles quand même très clichés. Je parle de ça, c'était vraiment à mes débuts. Et puis, donc moi, j'essayais, vaille que vaille, d'ouvrir le champ des possibles. Et puis, la plupart du temps, bon, j'étais accueillie de façon... Enfin, c'était très étrange, hein. Des regards très appuyés, le monde qui d'un seul coup tourne au ralenti parce que les gens sont abasourdis de vous voir arriver pour un casting où on cherche une fille blanche. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, un garçon qui a pour nom Agustine Galliana qui viendra et puis nous interprétera tout à l'heure en fin d'émission un titre. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des partenaires un peu racistes ou même complètement racistes? Oui, parfois il y a eu des phrases, des blagues très mal placées, des choses qui sont vraiment indignes, auxquelles j'ai répondu, oui, quasiment tout le temps. Parfois aussi on laisse tomber parce qu'on se dit qu'on ne va pas s'épuiser avec ça. Mais je crois au fond qu'il faut toujours dire quelque chose et manifester son refus cette de ça. Donc il faut répliquer. Voilà, exactement. Répliquer de façon même très détendue ou alors au contraire avec une saine colère. Mais je dois dire aussi que ce livre, il s'adresse aussi aux gens du cinéma qui pour moi sont une majorité silencieuse. Ce sont des gens qui, qu'ils soient réalisateurs ou réalisatrices, directeur de casting, scénariste, qui aimeraient qu'il y ait plus de diversité dans le cinéma et qui ne savent pas comment faire parce que le système tel qu'il est établi aujourd'hui ne permet pas l'émergence de projets. Est-ce que vous pensez que c'est le public qui freine? Je ne crois pas.
Je crois que le public, tant qu'on lui raconte de bonnes histoires, il est prêt à se déplacer au cinéma ou à allumer sa télé. Le public, il est depuis longtemps habitué à la diversité, parce qu'en France, on est inondé par un cinéma américain dans lequel il y a beaucoup de personnages noirs, que ce soit dans les séries un peu anciennes, comme Le Prince de Bel-Air ou le Cosby Show, ou dans le cinéma... les personnages. Black Panther. Et voilà, j'allais y venir. C'est vrai qu'un film comme Black Panther, c'est le parfait exemple plutôt, qui montre que le public, où qu'il soit sur la planète, de l'Asie à l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique évidemment, le public est prêt à voir... On le dit avec des comédiens et des acteurs uniquement donc noirs, et le réalisateur aussi. Hein. Exactement. Il y a ce livre, mais vous co-réalisez aussi avec Isabelle Siméon un documentaire sur la place justement des actrices, notamment dans le cinéma. Alors on a passé un moment avec vous, Julie de Mareuil et Pierre Coussier vous ont suivi donc, pendant une journée. Alors ils ont frappé à la porte, ils ont sonné, vous avez ouvert. Bah merci. oui, voilà. Voilà. Et puis c'était dans votre quartier, on s'est baladé, puis ensuite on est allé au travail avec vous. Bonjour. Bonjour. Entrez. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. J'ai pas l'habitude d'avoir une caméra chez moi. Ça fait bizarre. Puis y aller. Alors, vous êtes autorisé exceptionnellement à entrer dans cette pièce, et cette pièce seulement. Ça fait quoi, 3 ans que j'habite ici? Je suis vraiment un animal d'intérieur, et j'étais en train d'enlever discrètement mes chaussures. Allez-y. Et je les remets. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah non, mais j'ai pas grand-chose à montrer, moi, en fait. Non, mais j'avais dit, en plus, dis donc. Vous deux. Ah, je peux vous montrer ça. C'est pas préparé. Ça, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, et c'est un manifeste pour une éducation féministe. Donc vraiment, c'est des conseils qu'elle donne sur la façon d'élever un enfant aujourd'hui. C'est très pratique. 12e suggestion, parle-lui de sexe et commence tôt. Ce sera sûrement un peu gênant, mais il le faut. C'est ce que vous avez fait avec vos enfants? Oui, bah oui. Au moment de l'adolescence, je pense que c'est important de les accompagner, déjà de leur dire de se protéger, quoi. Parce que moi, j'ai pas vocation à devenir grand-mère là maintenant tout de suite, donc téléphone. Dilemme, c'est Daphné Roulier, j'ai envie de décrocher, pardon. J'adore cette femme. Daphné, j'ai une caméra braquée sur moi, là. Oui, ça va, ça n'est qu'une caméra. En fait, j'ai décroché parce que c'est mon anniversaire et j'ai cru que ça allait durer 3 ans. Bon anniversaire. Merci. Alors, vous avez quel âge? Ça se demande, ça? Ça se demande. Alors moi, je peux vous répondre, hein. C'est pas un problème, 43. Je me sens hyper bien, je me sens très femme. J'ai l'impression de me connaître, d'être vraiment aux manettes aujourd'hui. Pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était un peu mon histoire qui me définissait. Et aujourd'hui, attention, très belle phrase. Je me définis moi-même. Il faut y aller parce que j'ai décidé de ne plus jamais être en retard. Et c'est une lutte de chaque jour. Allez, on y va. Vous allez travailler? Oui, en fait, je commence un documentaire sur l'image des femmes noires dans le cinéma occidental. Ça va, vous êtes dans les temps? Je suis un peu en retard. Mais c'est un peu de votre faute. Vous êtes dans quel état d'esprit, là? Ah mais là, j'ai hâte de voir les images. J'ai vraiment hâte. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va? Bien. Et toi, tu tiens encore debout? On est donc là réunis pour voir ce qu'on a filmé pour le moment pendant Cannes. Des interviews, des images des 16 comédiennes sur le tapis rouge notamment. Il y avait de la paillette, hein? Ah ouais. Il y avait du glitter. Moi j'avais dit on sourit pas, on arrive hyper sobre. Il a fallu qu'il me ça, c'était mort. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ça me remplit de fierté parce que ça a généré aussi, c'est un sentiment de confiance très ancré chez chacune. Like diamonds in the sky. On dirait des chanteuses de R&B, quoi. Vraiment, il y a une question de place, quoi, d'arriver à se dire, OK, on est ensemble, on y va. Et en plus, c'est tellement positif. Je veux dire, il y a tellement de sourires et de pulsions de vie. On avait énormément d'adhésion et ça, on l'a fait spontanément. Et je pense que ça a encore amplifié l'évidence, en fait, de ce qu'on raconte, quoi. Shine bright like a diamond.
Celles que nous voyons là sur les images, ce sont aussi celles qui participent évidemment à ce collectif, hein, à ce livre des artistes noirs. Alors, il y a vraiment des choses terribles. Notamment, il y a Nadège Bossondiane qui dit pour une noire, quelqu'un lui dit, pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Hein, vous auriez mérité d'être blanche. C'est vrai qu'il y a... s'entendre, ça. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai proposé à toutes ces comédiennes qu'on s'unisse autour d'un projet de livre, je l'ai fait parce que je savais qu'on avait des choses à raconter qui allaient être saisissantes. Mais je dois avouer qu'il y a certains passages où les bras m'en sont tombés. Nadège Bossondiane, c'est vraiment une amie, on se connaît depuis très longtemps, et cette histoire, elle ne me l'avait jamais racontée. De la même manière que moi, il y a aussi des choses que je ne lui avais jamais racontées, parce qu'en fait, au fil du temps, on finit par s'habituer. On s'habitue parce que c'est un réflexe de survie. Enfin, on n'a pas envie de penser à ça à longueur de journée, et puis on veut avancer, etc. Et en même temps, je crois que ce film a été très bénéfique pour nous, parce que ça nous a donné l'occasion de nous poser et de déposer ces bagages-là qui ne nous appartiennent pas, et d'une certaine façon de les renvoyer à l'expéditeur. Alors, il y a un racisme qui s'ajoute au sexisme, quand aussi on lui dit « Oh, la chance d'avoir des fesses comme ça, vous devez être chaude au lit, non ?» Oui, c'est vrai que ce que raconte le livre, c'est aussi la nature des clichés qui sont plaqués sur une femme quand elle a la peau noire. Et ça, ce sont des... Il y a un fantasme, mais c'est un fantasme mérité. Hein. Ça s'est construit au fil des siècles, au fil de l'histoire. Le rapport entre la France et les pays africains est un rapport de domination d'un peuple sur l'autre, et aussi de domination de certains hommes sur certaines femmes. Et quelque part, les fictions françaises racontent ça. C'est comme si on était les arrière petits-enfants de ces gens-là et qu'on portait encore leur mentalité. Et c'est ça qui est à déconstruire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Autre commentaire, vous faites pas trop noir, hein, ça va. Hein. C'est-à-dire que quand on a la peau claire, on est métisse, on a plus de chances. Alors c'est compliqué parce qu'en fait les métis ont quelque part encore moins d'opportunités en général que les femmes noires. Pendant longtemps, une fille métisse ne trouvait pas de rôle parce que les seuls rôles qui étaient écrits étaient des rôles de femmes africaines. On ne pouvait pas être française et noire ou métisse. Et donc, quand on est africain, dans l'imaginaire commun, on est noir. Donc, pour les métis, ça a été très compliqué et ça commence un petit peu aujourd'hui à s'ouvrir. Il y a Firmin Richard qui, est bien sûr, aussi apporte un commentaire hein, dans ce livre. Récemment, c'était dans le 19h le dimanche, elle s'exprimait ainsi, elle exprimait vraiment son courroux. Nous sommes des femmes noires et pas des blacks, comme les blancs aiment bien dire. Moi, il ne me viendra jamais à l'idée d'appeler un blanc white. Dans ma carrière, on m'a souvent proposé des rôles d'infirmière. Pourquoi pas? Mais je dis que je peux encore être une magistrate ou un médecin. Quand on voit les séries américaines, effectivement, on les voit, les femmes noires, médecins, mais pas en France. J'ai fait un film dernièrement qui s'appelle Le Grand Partage, où il y avait pléthore de noirs, avec de très bons rôles. Mais sur l'affiche, il n'y avait pas un visage noir. C'est un combat de tous les jours. Alors j'espère que maintenant, ça va changer. Est-ce que vous êtes arrivé comme Firmin, vous, d'être écartée d'une affiche alors que vous aviez un des rôles principaux? C'est précisément l'anecdote, si j'ose dire, si j'ose appeler ça ainsi, que je raconte dans le livre. J'avais beaucoup d'histoires à raconter et du coup, j'ai choisi cette histoire en me disant, bon, au fond, je ne sais pas si elle est assez percutante. Et c'est en l'écrivant, en la revisitant, que je me suis rendu compte à quel point c'était grave du point de vue symbolique. Parce qu'il s'agit d'une comédie romantique. Et dans les comédies romantiques, on peut s'amuser à regarder sur Internet. Hein, les protagonistes, le couple amoureux est toujours représenté. Il y a les deux personnages. Et j'ai joué dans une comédie romantique dont l'affiche a effacé le personnage qui est une femme noire. Donc sur l'affiche, il y avait qui? Le personnage principal. Et il était tout seul? C'est un homme blanc, oui. En 2017, sur 2617 rôles au cinéma, 171 rôles ont été attribués à des acteurs noirs, hommes comme femmes. Ça n'en fait pas beaucoup. Hein. Et seulement 31 acteurs noirs ont eu des rôles principaux. Ça me met en colère. Alors ça, c'est quand même... c'est la magie des chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'on peut parler longtemps. Là, c'est clair. Mais tant qu'on on voit bien qu'il y a une espèce de fossé énorme qui fait qu'il n'y a quasiment pas de représentation de la diversité. Et encore une fois, il ne s'agit pas que des personnages noirs. Pour moi, il n'est pas question de me battre que pour cette chapelle
Pour moi, il est question de défendre l'idée que les fictions en France, le théâtre en France, puissent absorber la réalité métissée. Donc ça veut dire que quand on dit ça, on ne parle même pas des Asiatiques qui sont, franchement, les chiffres, je pense, seraient encore plus atterrants. Et les personnages orientaux, maghrébins notamment, sont aussi très inexistants. Et ensuite, il faudrait aussi voir la question de la nature des rôles. Il y a Sonia Rolland qui est une amie. Elle est aussi, bien sûr, une des actrices à raconter ses déboires. Elle tourne en ce moment à Angoulême. Oui. Vous le savez, ça? Oui. Alors, entre deux prises, eh bien, elle vous envoie ce salut. Une bonne raison d'être amie avec Aïssa, déjà, on échappe à la sinistrose. Et puis, quand on est dans le doute, surtout moi, il m'arrive de l'appeler, de la solliciter, parce qu'elle trouve toujours les bons mots pour nous rebooster. C'est quelqu'un d'hyper solaire, qui a toujours une bienveillance. Elle est très franche, mais elle a toujours le mot juste pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Voilà, donc je t'embrasse, Aïssa. Sonia Rolland, est-ce que la solidarité entre femmes noires, c'est équivalent à du communautarisme? Il me semble que s'unir autour d'une cause qui est une cause juste, c'est quelque chose de très noble et c'est une chose dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Moi, j'ai choisi d'inviter des actrices noires parce que c'est ma réalité, c'est ce que je traverse depuis maintenant 20 ans. Et j'ai choisi ça parce que finalement, en parlant des actrices noires, on parle de toutes les femmes. On parle de la représentation des femmes dans les films et au théâtre. Et on parle aussi de ce que c'est que l'altérité, ne pas avoir la bonne couleur de peau, ne pas correspondre à la norme. Et ça, ce n'est pas l'apanage uniquement des femmes noires, ça appartient à tous les gens qui ne correspondent pas à la norme. Et ça peut être par rapport à d'autres normes que la couleur de la peau également. Et je pense que c'est plus une idée de valeurs à défendre et de valeurs donc à partager, au-delà de toute idée de clan dont il s'agit. Que pensez-vous, vous, de l'arme des réseaux sociaux? Est-ce que c'est une arme puissante? C'est une arme incroyablement puissante. Dans ce cadre-là? Dans ce cadre-là, c'est... Comment dire? D'abord, les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'autres féminismes qu'un féminisme uniquement blanc. L'afroféminisme, le mouvement MeToo ou Time's Up. Tous ces mouvements féministes font qu'aujourd'hui, un livre comme celui-ci peut être entendu. Et ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est à saluer. Comment connaissez-vous Alain Chabat? Alain Chabat, c'est Alain, quoi. Moi, je l'adore. Alain, je l'ai connu sur Prête-moi ta main, qui est un film dans lequel il jouait et qu'il produisait. Et donc, j'ai passé un casting pour un rôle... Elle s'appelle Kirsten, je crois. Et donc, au départ, le directeur de casting recherchait une comédienne scandinave. Et ils ont ouvert le casting, et puis j'ai décroché le rôle. Et pour Alain, c'est quelque chose de complètement naturel. Il n'a pas attendu ce livre pour s'interroger sur la question de la diversité. Il a quelques mots à vous dire. Aïssa, c'est une super comédienne déjà. Et puis c'est quelqu'un de formidable, quoi. Qui a une super bonne énergie, qui est très positive, très drôle. Elle a un point de vue très, très juste. Enfin, j'aime beaucoup son point de vue et son regard sur les choses. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux? C'est important, la rigolade. Et l'humour, ça raconte plein de trucs. J'aime beaucoup l'humour d'Aïssa. J'aime bien ce qu'elle fait en ce moment, par exemple, avec son livre. Je trouve ça super. Et j'adore comment elle fait ça et comment elle en parle. Elle le fait très légèrement, tout en le faisant très sérieusement et avec beaucoup de bienveillance. C'est à la fois très intelligent, pas culpabilisant, sans être non plus mou, quoi. Le cinéma n'est pas particulièrement, encore aujourd'hui, représentatif de notre société qui est assez mixte. C'est super d'essayer de faire bouger les choses, chacun dans notre coin, avec nos armes différentes. Donc c'est un très bon sujet dont il faut parler et je trouve qu'elle en parle super bien. C'est une combattante, Aïssa? Je sais pas si c'est une combattante, mais quand elle a un truc à défendre, et même sur un plateau ou sur une réplique ou sur un truc, j'aime bien justement évidemment qu'elle dise ce qu'elle pense. Et en plus, ce qu'elle pense, c'est intéressant, c'est toujours intéressant à écouter. Il y a des familles au cinéma? Il y a vraiment des gens qui sont exceptionnels. Alain en fait vraiment partie. C'est quelqu'un qui, humainement, spirituellement, intellectuellement, c'est un camarade de jeu incroyable, qui est d'une bienveillance totale. Il faut un jour aller sur un tournage de film réalisé par Alain Chabat. C'est le paradis. Mais je ne sais pas comment dire, il met en pratique la notion de respect de l'autre. Il valorise tout le monde.
mais tout le monde, et vraiment activement. C'est un orfèvre des relations humaines. Je voudrais qu'on écoute une chanson. La fameuse chanson de l'été. Bonjour Agustine Galliana, vous êtes bien entourée. Très bien. Il y a 4 garçons qui sont sur ce plateau de Thé au Café. Je vous présente Aïssa. Vous viendrez bien sûr tout à l'heure nous parler de ce titre. On va l'écouter d'abord. Vous êtes entourée de Hugo Marcus, qui est guitariste, Lucien Favreau au clavier et Thomas Bernardini à la basse. Et c'est à vous, Agustine, et vous nous interprétez « T'en vas pas comme ça ». Tu as ce regard insensé quand ton corps se met à danser. T'es au-dessus des lois, le monde est à toi. T'es déjà dans toutes mes pensées. Je cherche un mot à balancer. Tu es là devant moi, je reste sans voix. Je veux ta main dans la mienne. Je veux me prendre à ton cou. Si je te dis que je t'aime, me prendras-tu pour un fou? Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente, chaque nuit tu me tentes. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Te seguiré, amor mío, si tú te vas. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Laisse nos regards se mélanger, se croiser, se mettre en danger. Toi jolie, moi jaloux, le monde est à nous. Qu'est-ce que t'en dis, laisse-moi tenter. Elle me pique ta peau pimentée. Dis-moi à quoi tu joues, je brûle de partout. Je veux ta main dans la mienne. Je m'avance et je parie que tu me diras je t'aime. Yo te quiero, mais tu es déjà parti. Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente, chaque nuit tu me tentes. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Te seguiré, amor mío, si tú te vas. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je te suis, tu me fuis. Je refais le monde avec des signes. L'impression que tu m'envoies des signes. Dis-moi si c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je me tue, je t'attends. Dis-moi je t'aime ou dis-moi va-t'en. Plus le temps, dis-moi si c'est toi. Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente, chaque nuit tu me tentes. Écoute-moi, je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente, chaque nuit tu me tentes. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Vamos. Te seguiré, amor mío, si tú te vas. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Bravo! Merci beaucoup. Il a mis le feu! Ils nous ont emportés là. Il a mis le feu! Bravo! C'est vrai qu'on va l'entendre beaucoup. Venez avec nous, bien sûr. On va l'entendre beaucoup. Merci, hein, messieurs. Merci beaucoup. Ouais. Bravo! Ouais. Ah oui, ça nous a bien plu. Hein. C'est super. Il est espagnol, vous le savez. Ça. Ah oui, j'avais compris. Quand il a dit te quiero, je me dis, mais il n'est pas espagnol. Ah, ouais. Ah, t'avais pas préparé avant. Si, si. Ah. Pourquoi chanter en français? Parce que, écoute, mon père, il est prof de français. Tu sais, il m'a jamais parlé un mot de français de ma vie. Et moi, j'ai toujours rêvé de la France. J'ai toujours...
aimer cette langue tellement romantique, nostalgique, mélancolique. Et je trouve que ça me fait tellement plaisir d'aujourd'hui pouvoir la parler avec mon accent et avec mes petits défauts. Mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir la parler. Il faut savoir quand même qu'Agustin, il n'est pas là par hasard. C'est pas juste un coup comme ça, un peu commercial. C'est que c'est un vrai musicien. Enfin, vous avez appris la musique. Bah oui, j'ai appris de la musique quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. J'ai fait toutes les années à faire avec les solfèges, non? Et après, j'ai étudié de la guitare, de la trompette, du piano. J'ai fini rien, mais j'ai touché plusieurs instruments et voilà, je chante depuis tout petit, j'ai chanté dans une chorale. Et Agustin, vous habitez Paris depuis 5 ans. Vous vous sentez bien en France? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la France? Bah, la chance m'a apporté une nouvelle vie parce que moi j'étais un des comédiens qui ont beaucoup souffert la crise espagnole. J'ai bossé pendant des années à la télé espagnole, mais au moment de la crise, beaucoup de gens du cinéma sont venus à la télé. Oui. Et j'ai parlé français, je parlais pas un mot quand je suis arrivé, donc j'ai beaucoup appris ici à Paris. Agustin Galiana. Et ça, vous allez en entendre parler. Alors, on s'est rencontrés, c'était avec Ruquier, c'était les enfants de la télé. Ouais. On s'est bien amusés. Et il faut dire on a passé un très bon moment. Voilà, que vous êtes un être joyeux. On parlait d'allégresse, de joie. Et je pense que vous transmettez aussi cette joie de vivre. Merci beaucoup, Agustin. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, merci. Aïssa, vous savez que dans l'émission, il y a un tête-à-tête, mais il y a aussi un dos à dos. Alors, on y va. Dos à dos avec vous, Aïssa, et des réponses du tac au tac. Un comédien avec lequel vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Non, travailler avec Denzel Washington. L'ascenseur, non, je ne sais pas. Un acteur avec qui vous refuseriez de jouer? Je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Avez-vous déjà menti pour obtenir un rôle? Non, je n'ai pas dit que je n'avais pas le permis. Mais je n'ai pas dit que je l'avais. Une réplique culte du cinéma ou du théâtre que vous auriez rêvé de dire? Nobody's perfect. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie, Aïssa? Oh, le retard, je crois. Mais je m'améliore beaucoup. Un moment de votre vie que vous aimeriez effacer? Aucun. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Les yeux. Chez une femme? Les yeux. Est-ce que vous avez déjà subi la violence d'un homme? Non. Dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui vous fait fuir chez un homme? Le manque d'humour. Quel nom donnez-vous au sexe masculin? Mais j'ai des enfants, moi, madame. Dites donc. Allez, Kiki, voilà. Que seriez-vous si vous étiez un homme le temps d'une journée? Qu'est-ce que vous feriez? J'espère que je serai un homme amoureux. Votre dernière nuit blanche? C'était à Cannes. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Voyager dans l'espace. J'ai le vertige. Le fond d'écran sur votre smartphone? Le ciel. Le ciel. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait votre première mesure, vraiment la mesure prioritaire? L'égalité homme-femme, la vraie, tout de suite. Qu'avez-vous fait déjà de plus fou par amour? J'ai disparu et je suis réapparue lorsque j'étais prête. Votre péché mignon? Chocolat. Quelle est la première personne que vous aimeriez retrouver là-haut, si ça existe? Mon papa. Dans quelle tenue vous aimeriez être enterré? Dans une jolie robe. Une jolie robe... une jolie robe de gala, de soirée, je sais pas, une robe pour les Césars, les Oscars. Une robe d'actrice, quoi. Aïssa, quelle est la chanson qui vous rend joyeuse, encore plus joyeuse? Sing Sing de Régis Cole. On l'écoute? Alors ça met vraiment de bonne humeur, ça donne la pêche. De plus, c'est un clip dans lequel vous êtes
Un clip que j'ai réalisé et dans lequel j'ai fait une apparition. C'est ça qui est important à dire. Sing Sing de Régis Coll. Je voudrais vous offrir des livres, puisque vous avez des livres sur votre table de chevet. Alors, tout d'abord, je voudrais vous donner ce livre. Quand tu ne sais pas quoi faire, il reste la philo. C'est chez Flammarion Versilio. Et alors, c'est un livre qui rend intelligent. C'est la philosophie à portée des plus réfractaires. C'est Marie Robert qui en est l'auteur. Elle est prof de philo. Et elle fait appel, en fait, à 12 philosophes pour nous aider à réagir à des situations lambda de la vie. Vous verrez, c'est particulièrement piquant, c'est très intéressant, c'est amusant à lire. Et du coup, ça réhabilite la philosophie. Et puis, alors, Jean-Michel Ribes, vous le connaissez, directeur du théâtre du Rond-Point, il a écrit Cri et Cri. C'est chez Actes Sud. Et, par exemple, il dit qu'il s'adresse à tous ceux qui s'ennuient. Alors, ça donne souvent ce qui me fait rire au théâtre, c'est mon voisin qui ne rit pas. Ou alors il dit, le tout n'est pas de tomber amoureux, encore faut-il pouvoir le rester. Sans relever, bien sûr. Joli, non? Voilà. Et tout ça, c'est dans ce livre. Il s'amuse en fait avec la langue française, mais ça ne nous surprend pas parce que Jean-Michel Ribes, il aime les mots. Vous savez qu'il y avait une personne qui exposait sur le plateau Thé ou Café, comme à chaque fois. C'est une femme qui a pour nom Laurence Janest. Alors, elle expose, vous voyez, là, aujourd'hui, elle peint des fleurs en noir et blanc. Elle peint ainsi l'ombre pour faire apparaître avec plus de force la lumière. Et on la remercie parce que c'est très beau. Je trouve que c'est des belles compositions. Et son nom, c'est Laurence Janest. Demain, c'est l'hypnotiseur qui hypnotise des foules entières. C'est Mesmer que nous retrouverons. Et puis, samedi prochain, nous serons en Corrèze en compagnie de François Hollande. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pourrez la revoir. Vous pourrez la revoir aussi sur France Télé. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité. On en a vraiment besoin. Et on va se retrouver à faire un petit selfie. Et vous pouvez retrouver ce selfie, bien sûr, là, à l'instant, sur le générique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. On vous embrasse.